Catonas, le député, la première circonscription du Nord. Merci. Merci à vous, merci aux organisateurs. Je suis très content d'être ce soir une nouvelle fois devant une assemblée de fainéants, de cyniques, d'extrêmes, les têtes dures finalement qui se battent contre la politique de ce gouvernement et qui ont bien compris qu'on ne se battait pas contre sa politique par amour de la manifestation ou de la contestation, mais par raison. Parce que ce qui apparaît plutôt que prévu finalement et qui sans doute explique le déclin qu'a entamé Emmanuel Macron dans l'opinion, c'est qu'il y a une profonde finalement continuité idéologique entre ce qu'il porte, même s'il innove sur la méthode. Il fait les ordonnances là où Manuel Valls avait fait le 49.3, mais il y a une profonde continuité idéologique et finalement ces ordonnances viennent aboutir à un processus commencé de longue date. Vous aviez eu avant les lois Rebsamen, dites de sécurisation de l'emploi, la loi Macron qui porte bien son nom, la loi El Khomri, ça a été dit, et maintenant les ordonnances. Et finalement, ces ordonnances, de mon point de vue, constituent l'arsenal pour l'assaut final contre l'ordre social du pays. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et si Emmanuel Macron a tenté une méthode habile, puisque pour le coup il est assez mal habile sur le fond, mais très habile sur la méthode, c'est l'idée d'essayer de passer inaperçu. Le fait d'avoir choisi l'été devant un parlement novice pour faire passer une loi si grave que celle-ci n'était pas laissé au hasard. Il y avait clairement la volonté d'essayer de tenter la méthode pas vu pas pris. Manque de peau, et il faut les féliciter, je veux qu'ils et elles soient félicités ici. Les associations, les syndicats, les mouvements politiques ont fait le travail de conscientisation dans le pays et nous en sommes rendus en ce début du mois d'octobre à un moment où, ça y est, ça se sent partout dans le pays, dans différents secteurs, et même si ça a été dit, les mobilisations sont encore sectorielles, et j'y viendrai en conclusion qu'il faudra travailler à la convergence à court terme, ça y est, dans le pays, les gens sentent bien que ce qui se passe est d'une gravité totale. Je rencontre moi régulièrement des salariés qui eux-mêmes sont dans des boîtes dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale et qui disent moi j'aimerais bien pouvoir mobiliser, je sens que la situation est critique, y compris pour nous. Et il faut qu'on ait bien ça en tête, c'est notre rôle à toutes et tous, parce que dans cette salle, vu de sa composition, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà à peu près informés de ce qui se trame. Notre rôle à toutes et tous, et donc le vôtre, c'est d'aller dans le pays porter la parole qui consiste à dire voilà ce qui est en train de se passer et mobilisez-vous. Et notre succès dépend aussi du fait que nous arrivions à mettre dans la rue des gens qui avaient soit intériorisé le fait que la manifestation c'était pas pour eux, que peut-être ça ne les concernerait jamais, mais qui sentent maintenant que ça y est, il y a danger. Alors, ce qui apparaît dans l'opinion, je le disais, c'est cette continuité idéologique, et d'ailleurs, on le voit bien, finalement, ce qui se produit, c'est qu'entre, vous prenez les 3 derniers quinquennats, incluant celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a une profonde continuité idéologique entre Sarkozy, Hollande et Macron. Vous avez le premier qui était président étiqueté de droite, le deuxième accordons bis crédit, puisque c'est ça dont il se revendiquait de gauche, et le troisième qui revendique l'éclatement de ces clivages, et finalement un centre hybride, appelons-le comme ça. Mais finalement, aucun de ces trois-là ne remet en cause ni le productivisme, ni l'ordolibéralisme dicté notamment par l'Union européenne, ni aucune finalement des orientations qui ont été prises. Donc ils sont de fait réduits à chaque fois à des ajustements à la marge. Ils feignent sur les plateaux télé une opposition frontale, alors qu'en réalité ces gens-là sont d'accord sur à peu près l'essentiel. Voilà ce qui se produit. Et donc les Françaises et les Français voient apparaître que, eh bien oui, il y avait Emmanuel Macron avec son nouveau costume et puis le rajeunissement de la vie politique qu'il nous annonçait, mais finalement, derrière le scénario et les costumes qui bien sûr ont été modifiés, il y a une profonde continuité et qui s'aggrave. Parce que les ordonnances, vraiment, c'est un point de non-retour dans le bouleversement de l'ordre social. Alors, pour l'expliquer, cette loi, il faut d'abord dire une chose, c'est que pour éviter que la mobilisation ne faiblisse, et plutôt pour travailler à la convergence que nous appelons de nos voeux, il faut bien dire que si nous sommes réunis ce soir, si vous êtes là, c'est bien que la bataille n'est pas terminée. Et de notre point de vue, elle ne fait que commencer. Parce qu'il y a eu les mobilisations du mois de septembre, mais pour que les ordonnances aient force de loi, après ratification, elles doivent repasser devant le Parlement, et ça va se jouer aux alentours du 20 novembre. Par conséquent, les amis, les camarades, nous avons moins de 2 mois pour parvenir à faire converger, à faire une démonstration de force. Donc, la bataille est urgente et criante. Pour bien la comprendre et pour bien l'expliquer autour de vous, il faut bien comprendre la philosophie générale de ces projets de loi successifs. La situation de l'emploi en France, oui, est une catastrophe. Il y a un chômage de masse dans ce pays que personne ici raisonnablement ne peut contester. Quel est-il? Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on nous chante souvent la logique du chômage volontaire. Ça, ils nous l'ont tous fait. Hollande l'avait beaucoup fait, Macron continue. La réalité de ce prétendu chômage volontaire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un emploi non pourvu pour 300 chômeurs. Ça veut dire que même si vous remplissez toutes les cases vides, il reste une masse considérable de chômeurs. Donc on voit bien que la question du chômage volontaire, finalement, n'est pas le principal problème de l'emploi.
Dans la tête des libéraux qui défendent le projet de loi des ordonnances, on s'attaque au problème du chômage en France par le bout qui a été expliqué, c'est-à-dire la flexibilité et le prétendu coût du travail. Ces gens-là pensent nécessairement que c'est en diminuant le droit du travail qu'on va créer de l'emploi. Mais là où nous avons la raison pour nous, c'est que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait longtemps qu'on dit « serrez-vous la ceinture, vous allez retrouver votre poids de forme, ça ira mieux demain, après la pluie, il viendra le beau temps ». Ça fait longtemps qu'on permet de flexibiliser le droit du travail, et en réalité, ce qu'on voit, c'est que seuls les actionnaires voient le soleil dans ce pays. Parce que ce qui résulte de ces projets de loi successifs, c'est pas plus d'emplois, c'est que la France peut se targuer d'être la championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Voilà ce que produisent ce genre de loi. Donc là, avec les ordonnances, on a vraiment la fin du processus. Alors la méthode, en tant que parlementaire, je pense, Fabien ne me démentira pas, nous en tant que députés, on a été quelque part pris en otage dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on nous donne un texte qui vise non pas à dire ce que le gouvernement fera du Code du travail, mais qui vise à nous demander à nous, représentants de la nation, représentants du peuple, d'habiliter le gouvernement à faire ce qu'il veut sur le Code du travail. Voilà ce que nous avons fait pendant l'été. C'est-à-dire qu'on a discuté du périmètre sur lequel on allait donner un blanc-seing au gouvernement. Les ordonnances qui ont été présentées sont sans surprise de notre point de vue. On savait les orientations qui seraient prises. C'est la feuille de route du MEDEF qu'on suit depuis plus de 20 ans. Et il faut aussi redénoncer ce soir et le redire à chaque fois qu'il n'est plus tenable dans ce pays qu'une petite fraction qui est minoritaire et qui n'est même pas représentative du patronat, parce que le MEDEF n'est pas représentatif du patronat français. Il représente une petite minorité du patronat, fasse la pluie et le beau temps dans ce pays, parce que c'est ce qui se passe. C'est pourquoi une des tâches prioritaires que nous aurons à accomplir, c'est la séparation du MEDEF et de l'État dans ce pays, et ça, il faut le réaffirmer sans cesse. Alors, sur la question des ordonnances, on va vraiment au bout de ce processus de flexibilisation, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des études sérieuses qui plaident en notre faveur. D'abord, l'OCDE a fait la démonstration parfaite du fait qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de chômage dans un pays et le contenu de son droit du travail. De la même manière, quand on nous parle du chômage qui serait trop indemnisé, vous pouvez répondre par cet argument qui est que dans les périodes où le chômage a été le plus faible dans le pays, prenez la fin des années 70 par exemple, il était beaucoup plus indemnisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce qui montre bien que même cet argument prétendument d'autorité ne tient pas. Les ordonnances donc pensent que c'est en s'attaquant au droit du travail qu'on va faire revenir l'emploi. L'INSEE a publié une enquête, je crois que c'était la semaine dernière, sur finalement les motifs évoqués par les employeurs sur leurs inquiétudes. Et figurez-vous que le droit du travail, moi j'ai pu le vérifier, ne fait pas partie des premières inquiétudes du patronat de ce pays. Les patrons sont seulement 11% à indiquer le droit du travail comme une source d'inquiétude. Seulement 11%. C'est loin derrière, ce qui signifie que le principal problème vient de l'incertitude économique. Ils sont 28% à la citer. Parce que oui, le problème de l'emploi dans ce pays, c'est un problème d'activité qui est de plus en plus atone. Les carnets de commandes sont vides dans ce pays. Ça tient à beaucoup de raisons, c'est pas le sujet ce soir, mais notamment à une. C'est que dans ce pays, on investit de moins en moins et les profits finalement finissent toujours par enrichir le capital. Ce qui permet aussi de faire le lien avec ce que propose Emmanuel Macron, qui croit lui que plus on va laisser des marges de manœuvre aux riches, plus on va les enrichir, plus ils vont investir. Il pense qu'en supprimant l'ISF, par exemple, les riches qui vont se voir redistribuer quelques milliards vont investir dans l'économie. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'ils investissent plus autant que ça, mais qu'ils se gavent, ça faut bien le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, avec l'ISF plus la flat tax à 30%, plus de 7 milliards qui sont redistribués aux plus riches de ce pays. Avec 7 milliards, on a fait nos calculs, vous créez 60 000 postes d'enseignants et 115 000 places de crèche. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, pour faire court sur les ordonnances, on a vraiment, je le disais, le bouleversement du processus. D'abord, ça a été dit, le renversement de la hiérarchie des normes. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais donner quelques exemples. On nous dit, effectivement, il faut dialoguer au plus près du terrain. C'est comme ça que Mme Pénicaud nous a vendu sa loi. Il faut croire au dialogue social. Et d'ailleurs, elle nous dit, M. Mélenchon, M. Caténins, M. Roussel, vous ne croyez pas au dialogue social? Mais si, nous on veut bien y croire. Et d'ailleurs, on sait que dans plein d'entreprises, c'est vrai, le dialogue social pourra bien se passer. Il y en a qui jouent le jeu. Et le problème, c'est tous les autres, ceux qui ne vont pas jouer le jeu. Et on sait bien que dans une entreprise, l'employeur et le salarié, c'est un fait, ne dialoguent pas d'égal à égal. Vous n'allez pas demain prendre rendez-vous avec votre patron et dire « je voudrais qu'on dialogue socialement mon salaire ou mes conditions de travail ». Ça, on sait que ce n'est pas la réalité. Donc c'est un monde magique qu'ils nous vendent qui n'existe pas. Et là où il y a le danger, c'est qu'il y a effectivement ce renversement qui fait qu'avant, c'était la loi qui primait et ça ne pouvait être que plus favorable dans la branche et dans l'entreprise. Ça, c'est complètement retourné. Moi, je prendrai juste un exemple qui touche particulièrement les jeunes qui vont être insérés prochainement dans l'emploi. Vous savez que dans ce pays, 85% des embauches aujourd'hui sont faites en CDD. Eh bien, le nombre de renouvellements du CDD, il est remis, alors qu'il est aujourd'hui dans le cadre légal, il est remis dans les mains de la branche. Oui, mais les amis, dans ce pays, vous avez plus de 700 branches.
Ça veut dire que vous allez potentiellement avoir 700 règles différentes. Et ça veut dire que vous soyez d'une entreprise à une branche, vous n'allez pas avoir les mêmes règles. On va se retrouver avec un système qui est complètement éclaté, sauf que nous sommes des républicains conséquents, pas au sens républicain LR, c'est bien compris, et que pour nous c'est la loi qui doit primer parce que la loi protège là où il y a des tendances à faire autre chose que de protéger les salariés. Donc ce premier fait est gravissime. Ensuite, il y a la fusion des instances représentatives du personnel qui viennent complètement contourner les syndicats et leur marge de manœuvre. Le CDI de chantier, je prendrai juste un exemple pour illustrer ce qui a été dit. Moi, je m'y suis intéressé. Ceux qui étaient intéressés notamment à ce que ce CDI de chantier puisse s'étendre à d'autres secteurs que le bâtiment, c'est les boîtes de l'informatique qui sont prestataires et qui envoient, vous savez, leurs salariés de mission en mission dans d'autres entreprises. Eh bien, aujourd'hui, entre deux missions dans lesquelles on les envoie, effectivement, il y a une continuité de leurs droits. Demain, avec le contrat de chantier, il pourra y avoir entre deux missions, interruption de leurs droits complètement. Voilà ce qui va se produire. La barémisation des dommages et intérêts au prud'homme, quand même, c'est une mesure qui aussi permet de faire de l'agitation politique, parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, on peut licencier dans ce pays, le droit de licencier, il existe. Mais là, on parle des licenciements abusifs. Et on fixe le prix d'un licenciement abusif, et donc du préjudice, a priori, avant que le préjudice ait lieu. C'est une belle conception du droit. Ça veut dire quoi? Demain, peut-être, on va fixer le prix d'un délit, d'un crime. C'est ça leur idée, leur conception du droit et de la justice dans ce pays. Donc ça aussi, c'est gravissime. Et par ailleurs, les barèmes ont été annoncés. Il y a notamment des magazines, je pense à Bastamag, qui a fait un excellent rapport là-dessus, qui montre que ce barème va provoquer une vraie perte pour les salariés qui vont être concernés par les licenciements abusifs. Vous avez comme ça toutes sortes de dispositifs qui vont venir aggraver la situation et qui à coup sûr ne créeront pas d'emploi. Le projet d'Emmanuel Macron, finalement, si on devait traduire à la hache ce projet de loi, c'est faire le pari du remplacement du chômage par la précarité de l'emploi. Voilà. Et nous pensons qu'il y a bien plus enthousiasmant à faire. Qu'on ne va pas aller remettre, effectivement, ça a été dit, en cause les congés maternité. Pareil, c'est la branche qui va se voir la possibilité de légiférer sur cette question. Donc encore une fois, potentiellement des congés maternité à géométrie variable selon les boîtes où vous allez travailler. Et même sur la question de la rémunération, les primes sont discutées à l'échelle de l'entreprise demain. C'est ça qui va se produire. Donc, on a toutes les raisons de se mobiliser et aussi de dire qu'on n'est pas là simplement pour faire du conservatisme. Oui, on est attaché au Code du travail et à ses acquis, mais nous avons des propositions à faire. Vous savez, ils nous le disent tout le temps, hein, mais vous passez votre temps à contester, vous ne proposez rien, alors qu'on passe notre temps à proposer. Récemment, il y en a un qui nous l'a fait, là, Griveaux, à la radio, il dit la France Insoumise, de toute façon, leurs 17 députés, ils ne proposent rien. Ben, nous, on a fait le calcul, depuis que nous sommes arrivés à l'Assemblée, sur les 512 amendements que nous avons déposés, 300 sont des amendements propositionnels. Donc c'est bien la preuve que de toute façon, ils sont pour le coup, eux, trop fainéants pour voir que nous, on bosse et que nous, on propose, que nous, on décrypte et qu'on ne passe pas notre temps simplement à blablater, contrairement à ce qu'ils nous laissent entendre. Donc là, vous m'avez vu, dans le pays, il y a plusieurs pierres angulaires sur lesquelles il faut se mobiliser. Moi, je rencontre pas mal de personnes mobilisées dans les luttes. Vous avez la question, ça a été dit, des retraités. Vous avez la gabegie créée par le fait qu'en claquant des doigts, on dise stop aux APL enfin les 5 € d'APL en moins, ou encore la question des contrats aidés. Les contrats aidés, juste je vous raconte l'anecdote parce que c'est assez drôle. En commission des affaires sociales où je siège, c'est la majorité En Marche qui, lors d'un rapport sur les EHPAD, les structures pour les personnes âgées, a dit « Ah, finalement, peut-être qu'on va devoir demander une exception sur les contrats aidés dans les EHPAD parce que ça fiche une pagaille pas possible. » Bah oui. Hein, ils commencent d'abord par marcher, et après ils regardent dans quelle direction ils vont. C'est-à-dire qu'ils commencent par couper les contrats aidés, et c'est seulement après qu'ils se rendent compte que partout dans le pays, ils sont en train de tout désorganiser. Et ça doit être notre mot d'ordre. La pagaille, l'organisation du désordre, c'est eux. La méthode, l'ordre et les règles qui vont fonctionner, c'est nous. Et ça, il faut le dire. Les sérieux de l'affaire, c'est nous, les amis. Alors, voilà, je vais juste terminer par lancer un appel. Je le disais, on a jusqu'au mois de novembre. Et il y a dans le pays de multiples mobilisations sectorielles. Les mobilisations syndicales du 12 et du 21, pour celles et ceux qui ont participé, vous l'avez vu de vos propres yeux, ont été un succès. Moi je considère qu'il n'y a que les commentateurs pour venir nous tendre le micro et dire « Alors, est-ce que la mobilisation faiblit ?» Dites-le, allez, il y a moins de monde que la semaine dernière, hein, ça leur fait tellement plaisir. Non, moi je suis désolé, ce qu'on a vu le 12 dans la rue, c'était le seuil haut de la mobilisation au démarrage contre la loi El Khomri. Donc ça c'est déjà un acquis sur lequel il faut continuer à avancer. Nous devons travailler à cette convergence. La marche que nous avons initiée, mais qui ne nous appartient pas, le 23 septembre, ne se voyait pas comme une concurrence aux organisations syndicales. Pareil, il n'y a que les journalistes qui nous ont tendu le micro sur le thème de la concurrence. On n'est pas là en train de jouer un concours de chef à plume pour savoir qui est la plus grosse plume. On est en train de créer les conditions d'une plus ample mobilisation possible. Et il nous a semblé, nous, comme mouvement politique, que nous pouvions contribuer à cette mobilisation.
Ni plus ni moins. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a fini son discours le 23 septembre en disant « Maintenant, nous avons besoin de la convergence, parce que si on veut créer une mobilisation qui permette d'instituer un rapport de force tel qu'on peut faire reculer le gouvernement, il faut se créer dans le pays une mobilisation citoyenno-politico-syndicale. Il faut qu'on puisse créer les conditions d'une large mobilisation rapidement, c'est-à-dire avant le retour des ordonnances devant l'Assemblée. Et donc nous, on va commencer cette semaine, on va déjà rencontrer les organisations syndicales, leur faire cette proposition, et je le dis, mais ça a déjà été répété, mais moi je ne cesserai chaque fois que je serai dans des assemblées, à la fac notamment, de le dire. C'est vrai, dans l'histoire sociale du pays, à chaque fois, la mobilisation des lycéens, celle des étudiants, a été déterminante dans le combat dans ce pays. Et c'est pour ça que vous avez une responsabilité toute particulière, entendez-le. Et soyez sûrs d'une chose, nous n'organisons pas un barreau d'honneur. Je reste persuadé à cette heure que nous avons sur la table tous les ingrédients pour créer la plus belle convergence possible, pour venir à bout de ces ordonnances. Nous le devons, parce qu'après il y a un effet de seuil qui sera franchi, qui fait que Macron, ce sera comme Thatcher. Si sur ça on le laisse passer, ensuite il nous passe sur le corps. Voilà ce qui va se produire. Donc là, il faut vraiment leur signifier qu'on ne leur cédera pas d'un pouce. Il faut travailler à cette convergence. Ce qui me rassure moi quand je vous vois, c'est que je suis venu à la politique au moment du CPE. J'ai donc vu de mes propres yeux qu'une loi qui avait été ratifiée ne s'est jamais vue appliquée parce que la mobilisation avait eu raison d'elle. Eh bien, ayons raison des ordonnances.